Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. On vous le disait hier avec Joseph Ruiz, on suit évidemment ici les coulisses et l'actualité des Jeux Olympiques, l'actualité des JO de plus en plus chaude. On va revenir dans un instant sur la dimension politique. Et oui, il y a une dimension politique aux Jeux Olympiques, géopolitique même. Est-ce que les JO, c'est de l'olympisme, bien sûr, mais c'est ce que c'est de la politique? On le verra avec un grand monsieur. D'abord, ça a été un grand sportif français. Il nous a ramené des médailles en escrime, un sabreur, Jean-François Lamour, ancien ministre des Sports, qui viendra nous expliquer en direct ce qu'il en est de ce qu'on appelle la trêve olympique. La trêve olympique, qu'est-ce que ça veut dire alors que la guerre fait rage, par exemple, en Ukraine? On va évoquer ça tout à l'heure avec lui. Et puis, bien sûr, l'actualité, c'est l'entrée en vigueur aujourd'hui de cette fameuse trêve olympique, mais c'est aussi les difficultés dans lesquelles se trouvent, évidemment, un grand nombre de commerçants, parfois les usagers eux-mêmes, qui ont du mal avec des lignes de bus qui sont coupées aujourd'hui, qui ne traversent plus Paris. Mais les taxis, ça roule autour. Le périphérique, la voie olympique, c'est une chose, mais à l'intérieur de Paris, division au moins par 3, on le verra dans quelques instants, du chiffre d'affaires. Voilà pour ce titre. Et puis, les billets, on peut acheter encore un grand nombre de billets pour les épreuves. Alors, quel est le modèle économique des JO? Comment ça fonctionne? On verra ça dans un instant. Joseph Ruiz, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors, on commence par quel sujet ce matin? Les JO, comment ça marche? Qu'est-ce que vous voulez traiter d'abord? Eh ben, on va parler des taxis parce que ils font partie des premiers impactés parce que ça y est, les restrictions de circulation commencent à se mettre en place pour les Parisiens avec la mise en place notamment des QR codes, mais aussi pour les taxis qui ont des voies périphériques notamment qui leur sont réservées, des voies où il y a écrit en gros Paris 2024, mais reste à savoir désormais si quand ils entrent sur Paris, parce que c'est eux qui vont transporter évidemment les touristes, mais aussi les athlètes. Donc il faut que ça fonctionne pour les taxis. Donc on est en ligne avec Rachid Boudjema, président de l'Union nationale des taxis, pour en parler. Bonjour. Bonjour. Alors du coup, faisons un premier point avec vous. Est-ce que pour le moment, ça fonctionne ? Alors, ça fonctionne sur les autoroutes et sur le périphérique, aucun problème. En revanche, comme vous l'avez très justement dit, dans Paris, dans certaines zones, effectivement, les consignes au niveau des forces de l'ordre, visiblement, ils n'ont pas tous la même consigne. On a certains endroits où on a les forces de l'ordre qui nous demandent, y compris à nous, taxis, cette fameuse autorisation pour pouvoir circuler. Donc, alors que normalement, les taxis peuvent circuler dans ces zones. Alors, c'est quelle zone exactement? Parce que faut bien se rendre compte aussi pour ceux, par exemple, qui ne sont pas parisiens. Est-ce que ça concerne une grande zone, une petite zone? Parce que ça peut être très problématique pour vous. Alors justement, il y a une carte interactive sur laquelle il faut régulièrement aller la consulter parce que elle bouge et elle est amenée à bouger régulièrement en fonction des jeux. Mais justement, c'est au sens large du terme qu'on a des forces de l'ordre. Selon les forces de l'ordre, ils n'ont pas tous la même consigne. Donc je peux comprendre que le temps que l'information passe à tout le monde, que les forces de l'ordre soient tous informés que les taxis peuvent circuler partout, y compris dans les zones rouges, puisque quand ils vont déposer quelqu'un qui est autorisé à rentrer, à circuler, ils peuvent y entrer. Et le taxi, quand il est commandé, peut y entrer aussi pour récupérer des gens dans ces zones. Donc c'est pas une zone spécifique, c'est parfois toutes les zones où on a des policiers ou des gendarmes qui n'ont pas la même consigne. Donc on peut comprendre, le temps que les choses se mettent en place, le temps que l'information passe, le taxi doit pouvoir circuler partout. Oh, ce sera réglé à la fin des Jeux, Rachid Boudjema. Non, je plaisante. Écoutez, il faut dire la réalité, c'est que ces informations, ces mises en place, ces protocoles soient appliqués. C'est déjà un sujet. Mais la réalité pour vous, c'est l'économie, c'est-à-dire c'est les clients. Et les clients, eh bien, Rachid Boudjema, est-ce que vous nous confirmez ça? Ce qu'on entend souvent de la part de vos collègues, c'est qu'en ce moment, depuis quelques semaines, il y en a moins. Vous auriez perdu à peu près un tiers de votre chiffre d'affaires dans toute l'Île-de-France et surtout dans la capitale, parce que les gens boudent un peu Paris. Les Parisiens sont partis. Il y a plus d'organisation de congrès, de séminaires, parce que évidemment tout le monde a pris les dispositions pour éviter, un peu comme les commerçants. Vous dites ça va pas bien en ce moment. En effet, mais le tout, c'est de pas rajouter de la morosité à cette morosité. C'est qu'il faut pas rajouter de l'angoisse à ces touristes ou à ces franciliens qui veulent se déplacer dans Paris en leur disant attention, ça roule mal sur Paris. Au contraire, vous voulez garder le sourire ce matin. Absolument.
Absolument. Le taxi va pouvoir vous emmener partout. Et effectivement, vous l'avez dit, les gens aujourd'hui prennent leurs dispositions et se disent attention, si on va à Paris, on va avoir du mal à circuler. Donc, on a cette auto-restriction des individus qui se disent si on y va, ça va être compliqué. Donc, je préfère prendre mes dispositions. Nous, on leur dit pas de souci, vous pouvez vous déplacer dans Paris avec les taxis, il y aura problème. Et justement, quelque chose qui marche, ce sont les voies, notamment dont vous parlez, les voies périphériques. Alors si ça marche, vous aimeriez, les voies olympiques, vous aimeriez que ce soit pérennisé dans le temps? Est-ce que vous avez des échanges, notamment avec la mairie, avec la préfecture là-dessus? C'est le grand débat, ça. Hein. Est-ce que ça doit rester après? Est-ce que vous le réclamez? Il faut que ça reste. Il faut que ça reste, encore une fois, pour fluidifier le trafic pour le commerçant. Il faut savoir que le taxi, c'est 3 voitures à 4 voitures individuelles en moins. Ça permet aux gens de se déplacer rapidement, en toute sécurité. Et je le rappelle, le taxi, c'est un tarif réglementé. C'est-à-dire que c'est pas à la tête du client. Le taxi est un professionnel et qui va pouvoir vous emmener avec un prix juste et en toute sécurité. Donc, il faut que ces voies, comme le disait le ministre des Transports, les jeux sont organisés pour laisser des traces pour l'avenir et il faudrait que ces voies continuent à rester après les jeux. Bon, on verra ce débat. Merci en tout cas Rachid Boudjemal, président de l'Union nationale des taxis, d'avoir été avec nous et soutien à toute votre profession. Alors il y a les usagers eux-mêmes, Joseph. Oui. Qu'est-ce qu'on fait là? Exactement. Bernard Gobitz est avec nous, le vice-président de la FNOT, donc la Fédération nationale des usagers des transports en Île-de-France. Bonjour. Oui, bonjour. Et comme pour les taxis, on voulait faire aussi un point avec vous. Alors qu'en est-il? Est-ce qu'il y a des forts impacts pour les usagers des transports? Alors effectivement, il y a des impacts assez importants, hein, mais il faut différencier 2 choses. D'une part, le réseau du métro, et d'autre part, les réseaux des bus parisiens, et puis aussi en couronne, bien sûr. Hein. Bon, le métro, effectivement, on a vu apparaître depuis le mois de mai déjà des fermetures de stations progressives. On peut dire que c'est un réseau qui est très maillé, donc il est assez aisé de pouvoir imaginer un détournement. Voilà. Donc on a des récriminations de la part d'usagers, c'est normal, mais elles ne sont pas très nombreuses, ne sont pas très virulentes. Rassurant de ce côté-là. Oui, c'est assez rassurant. Bon, c'est une gêne, hein. il faut pas du bien tout sûr. minimiser, mais c'est vraiment rassurant. L'autre point, ce sont les bus. Et là, c'est une vraie catastrophe, hein, puisqu'en fait, déjà les bus dans Paris circulaient mal, puisque leur vitesse commerciale diminue chaque année un peu plus, bien sûr. blanchiment, etc. Et là, aujourd'hui, leur régularité donc est très très aléatoire. Personne ne sait exactement où vont passer les bus, à quelle heure et quand. C'est un vrai sujet qui est apparu de manière assez explosive depuis hier, en fait. Hein. Pourquoi hier? Parce que c'est à partir d'hier que les principales addictions de circulation ont été mises en place, hein, et que certaines lignes de bus ont été tronçonnées ou réorganisées, mais d'une manière un petit peu aléatoire, difficile, aléatoire. Voilà, c'est ça. Bernard Gobitz, voilà. vous représentez les usagers des transports en Île-de-France. Alors, vous venez de souligner à quel point c'est difficile pour les bus, sur Paris notamment, mais en ce qui concerne le métro, il y a par exemple une rumeur selon laquelle, au moment de la cérémonie d'ouverture vendredi, les lignes ne pourront plus traverser la Seine. C'est vrai, elles seront interrompues, ou c'est pas uniquement des fermetures de stations, c'est aussi des difficultés pour passer sous la Seine, ou on maintiendra quand même les lignes? Alors, à ma connaissance, ici, la ligne 7. Hein. La ligne 7 devait effectivement traverser la Seine aux alentours du pont Henri IV, hein, toujours, devait normalement déposer ses passagers avant le passage sous la Seine, et ensuite les reprendre après le passage. Bon, une solution. Ils sortent dehors, ils traversent le pont et ils y vont à pied. Oui, chose comme ça. Ils pourront pas, parce que ça sera bloqué. Honnêtement, je n'ai pas le dernier jus. Hein. Je ne sais pas si ça a été confirmé ou si finalement une solution plus intelligente a été mise au point. Mais ce serait toute la journée de vendredi ou c'est juste au moment de la cérémonie? Ce serait durant une période que je n'ai plus exactement en tête, pour tout vous dire. Hein. Mais c'est le genre de chose, si vous voulez, qui a beaucoup évolué avec le temps, et c'est une des raisons pour lesquelles tout ce qui tourne dans la cérémonie est aujourd'hui encore un petit peu confus. Hein. Et c'est un peu dommage. Hein. Voilà, donc il faut se rapporter aux applications de Île-de-France Mobilité, de la RATP, etc., pour pouvoir avoir les informations les plus récentes. Merci à vous, Bernard Gobitz, vice-président de la Fédération nationale des usagers du
transports en Ile-de-France d'avoir rapporté ces précisions. On revient avec Joseph Ruiz dans un instant dans les JO, dans tous leurs états. Sud Radio, l'information, l'actualité sur les JO, c'est sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. L'actualité des JO, des Jeux Olympiques, c'est sur Sud Radio, y compris l'actualité la plus chaude. Nous reviendrons avec Quentin Gérard à 12h30 dans le journal des sports des JO sur l'impact de la panne informatique actuellement qui a saisi avec effroi un grand nombre de gestionnaires de parcs, de gestionnaires par exemple aussi évidemment de réseaux aériens. Ce matin, on va voir si ce grand blackout informatique a un impact sur les JO de Paris. On a parlé des taxis à l'instant, on va parler de la trêve olympique, mais on va d'abord voir l'impact aussi. Eh bien, vous savez, on a beaucoup parlé des bouquinistes, on a dit qu'il fallait qu'ils ferment, on a voulu les déménager à cause de la cérémonie d'ouverture. Finalement, ils sont restés, mais c'est un peu misère. C'est-à-dire que c'est plus compliqué puisque les Parisiens et les Français sont partis. Les touristes, est-ce que les touristes achètent des bouquins, Joseph ? C'est toute la question, on va en parler avec une bouquiniste justement qui est avec nous sur Sud Radio, Claire Leriche, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio dans les JO dans tous leurs états. On voulait vous appeler. On voulait faire un point parce que effectivement vous avez eu l'autorisation de rester sur ces quais. Oui. Vous êtes de votre côté, du côté des quais Malaquais. Mais combien de temps est-ce que finalement vous allez quand même devoir fermer en partie, hein ? Alors là, depuis hier, les quais sont complètement fermés, donc du 18 jusqu'au 26, jour de la cérémonie, et probablement 1 ou 2 journées ensuite. Ça fait 8 jours, 8 jours c'est long. Voilà, mais bon, écoutez, déjà, je pense qu'on a été, les boîtes ne bougeront pas, je pense qu'on a tous été soulagés du fait, parce que les boîtes retirées, on n'était pas sûr de revenir. Les parpaings, voilà, les boîtes de bouquets, voilà, c'est ça. Sur les parapets, les boîtes sont là, ne bougeront pas. La jauge étant descendue, du coup, le quai-haut ne sera pas occupé par le public, mais depuis déjà début juillet, nous avons tout un système électrique, les travaux qui se mettent en place pour les gradins qui sont sur les parties basses, où là il y aura des spectateurs. Les ponts sont fermés. Jusqu'à présent, les vélos et les piétons pouvaient les passer, mais les gradins sont montés. Bon, en fait, on a vécu un peu depuis début juillet, un peu au jour le jour, sans vraiment savoir de quelle façon on pourrait ouvrir. Et puis là, on a force de constater que de toute façon, cette période-là, entre le 18 et le 26, il était impossible d'ouvrir, même avec un QR code, parce qu'ils allaient fermer le quai. Ça veut dire quoi, Claire Leriche ? Ça veut dire que concrètement, en ce moment, vous ouvrez vos boîtes. Il y a 932 boîtes de bouquinistes sur les quais à Paris. Hein. Est-ce que vos collègues et vous ouvrez ? Voilà. Alors nous sommes 230 bouquinistes, et puis nous avons nous avons tous 4 boîtes. Hein. Donc là, sur cette période-là, nous avons ouvert jusqu'au 18. Je sais que quelques collègues ont eu l'autorisation ils ont eu cette possibilité d'avoir des QR codes. Mais ça marche ou pas ? Vous avez des clients ? Est-ce que les gens viennent ? Est-ce que les Parisiens, bien sûr, mais aussi les touristes ? Voilà. Alors là jusqu'au 18, nous avions des touristes. Peu de touristes et des pauvres depuis déjà fort longtemps. Il y a plein de choses de fermées, entre les travaux divers et variés, les métros qui sont plus accessibles, la Concorde qui n'est plus visible. Donc on a moins de touristes déjà depuis début juin, des gens qui viennent constater que nous sommes toujours là, mais pas forcément pour l'achat. Ouais. Après, voilà, ça sera peut-être début août, mais on reste sur un gros point d'interrogation parce que finalement, on ne sait pas du tout ce qui va se passer après la cérémonie. Vous avez le droit d'ouvrir pendant les Jeux ? Oui, tout à fait. Alors, a priori, je dis toujours a priori parce que on fait toujours du au jour le jour. Les informations sont vraiment au goutte, c'est goutte à goutte. Hein, on imagine.
Voilà. Enfin, bon, mais Claire Le Riche, les commerçants. Vous, par exemple, vous vendez quoi et est-ce que vous vendez en ce moment quel bouquin vous avez vendu hier? Allez, dites-nous, faites-nous rêver. Alors, moi, j'ai plutôt vendu. Alors, moi, je vends du livre enfant, mais plutôt ancien. Donc, c'est un peu la boîte à souvenirs, de la presse illustrée, des cartes postales anciennes de Paris. Donc, je continue à vendre des gravures aussi, de mode ça marche, ça, du les touristes. 20e. Voilà. Alors, marcher, ça, c'est toujours la grande question. Ça fait fort longtemps que tout est un peu en dents de scie. Et de manière, très concrète, Claire Le Riche, à combien estimez-vous le manque à gagner quand vous fermez comme ça pendant quand même 8 jours? Là, ça va être un impact sur le mois de. Là, j'ai ouvert jusqu'à hier. Et vous allez être indemnisé jusqu'à la fin du mois. Non, pas indemnisé de toute façon. Ah oui, il n'y a aucune indemnisation pour les bouquinistes avec toute cette affaire. Non. Et vous n'avez pas estimé le manque à gagner? Et on s'est battu déjà pendant plus de 8 mois pour surtout rester, parce que là c'était vraiment la disparition des quais, on dit la disparition complète des bouquinistes. Si les boîtes avaient été retirées, on serait jamais revenu, jamais dans ces conditions. Donc je pense que un élément du patrimoine, un élément du patrimoine parisien qui aurait disparu. Merci Claire Le Riche d'avoir. Je suis désolé de vous interrompre. Il y a une suite et puis voilà, on va espérer que tout se passe très bien et puis qu'on redémarre suite à la cérémonie mais ça reste un grand point d'interrogation. Mais je pense que tous les bouquinistes sont pris des petites vacances forcées pendant cette huitaine. On dit aux touristes, on voudrait le dire dans toutes les langues en tout cas, allez-y, allez les voir, il y a ceux qui sont ouverts, ceux qui ont 4 ou certaines de leurs boîtes qui sont ouvertes sur les quais de Seine à Paris, il y aura la cérémonie bien sûr, mais on pourra tout de même aller acheter des cartes postales et des vieux livres, des livres anciens aussi, parmi tous ceux que vous proposez, que vous chinez toute l'année et que vous offrez aux touristes. On leur dit, allez-y, allez voir les bouquinistes, un élément du patrimoine culturel de Paris. Merci Claire Le Riche d'avoir été avec nous, bouquiniste sur le quai Malaquais à Paris. À tout de suite sur Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Vous êtes avec nous pour l'actualité des Jeux. Vous allez voir que c'est très chaud parce que les Jeux peuvent être impactés aussi par cette fameuse panne informatique. Alors, c'est le journal des sports des Jeux Olympiques avec Quentin Gérard. 3 informations ce matin. La cérémonie d'ouverture dans une semaine. On va s'intéresser à la façon dont elle va artistiquement et d'un point de vue sécuritaire aussi se dérouler. Les enjeux sécuritaires de l'événement, deuxième sujet. Et puis la trêve olympique, elle prend acte aujourd'hui et il y aura même une messe catholique, imaginez-vous, aujourd'hui. Mais d'abord, peut-être cette actualité chaude, là, le blackout Thierry, informatique. Le blackout qui a directement impacté, Quentin, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors pourquoi ? Oui, alors l'organisation indique que cet incident a touché le site internet notamment de Paris 2024, mais on a appris il y a quelques instants, il y a quelques minutes, que le problème avait été identifié et il devrait être en train d'être résolu normalement. Donc normalement ça devrait pas durer trop longtemps, mais même si a priori pour les JO en l'occurrence, les conséquences n'auraient de toute façon pas été trop grandes. Un plan de secours avait été lancé pour assurer la poursuite des opérations. On aurait pu se poser des questions sur les athlètes, notamment qui auraient peut-être pu être coincés dans les aéroports, parce que certains aéroports ont été mis à l'arrêt, notamment Roissy Charles de Gaulle ou Orly également. Mais plus de peur que de mal, visiblement. Bon, tant mieux, ça c'est une bonne chose. On va revenir un peu au sport. La cérémonie d'ouverture, c'est dans 6 jours. Quentin, alors mettez-nous un peu dans l'ambiance. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors côté musique d'abord, ça a fait beaucoup parler ces dernières semaines. On pourra entendre le DJ Céron, et Céron, c'est notamment ça. Ah, ça bouge. Céron, c'était quelqu'un du Val-de-Marne au départ, musicien. Oui, donc c'est un francilien, c'est un Français, Céron. Et il a cartonné avec ça il y a quelques années. Quentin Gérard. Ouais, vous aurez donc reconnu là le single Supernature. Plusieurs autres stars sont prévues pour la cérémonie d'ouverture, comme Aya Nakamura, Dua Lipa et même Céline Dion, si son état de santé le permet. Et oui, tous ces artistes dans un spectacle qui va commencer à 19h30 vendredi prochain et va durer 3h45. Si le déroulé
déroulé précis est tenu secret. Ce qu'on l'on sait, ce qu'on peut dire, c'est que Notre-Dame de Paris, le Louvre et le musée d'Orsay y sont au cœur. Plus de 10 000 athlètes vont participer au défilé sur une parade fluviale, depuis le pont d'Austerlitz jusqu'à la Tour Eiffel et au Trocadéro. Quelques 3 000 danseurs et comédiens seront présents le long de ces 6 km, tant sur le sol que dans le ciel. Le plus grand spectacle du monde se doit d'être merveilleux, divertissant, spectaculaire, mais aussi porteur de sens, a confié son concepteur Thomas Joly. Le parcours sera composé de 12 tableaux qui célébreront les athlètes, raconteront une histoire de ce qu'est la France, un pays de la diversité, dit-il, et fêteront le monde entier. Oui, Thomas Joly, il faudra retenir ce nom. C'est sur lui, sur ses épaules, et puis ceux qui travaillent évidemment avec lui, que ce metteur en scène, que repose toute la qualité de cette cérémonie d'ouverture. Thomas Joly, ce sera le pire ou le meilleur pour lui, bien Exactement, sûr. Il sera jugé de toute façon. Joseph et Ruiz. quant à côté sécurité, ça se précise aussi. Oui, la navigation sur la Seine est par exemple interdite depuis ce matin. Une brigade fluviale y sera déployée pendant la cérémonie d'ouverture, avec plus de 300 spectateurs attendus aux 300 000 aux alentours de la Seine, et 120 chefs d'État invités aussi. Le dispositif sera donc impressionnant. L'événement sera cerné par 45 000 agents des forces de l'ordre. Des drones tourneront aussi au-dessus de la capitale, et à noter les 1800 renforts policiers venus de l'étranger. Et une messe qui est donc célébrée à Paris pour la traditionnelle trêve olympique. On en reparlera, mais ça y est, c'était à 10h, Quentin. Oui, en fin de matinée, à l'église de la Madeleine, Monseigneur Ulrich, l'archevêque de Paris, a notamment lu une lettre du pape François. Je souhaite que les Olympiades de Paris soient pour tous ceux qui viendront de tous les pays du monde une occasion à ne pas perdre, de se découvrir et de s'apprécier, de faire naître l'estime, là où se trouve le mépris et la méfiance, l'amitié, là où se trouve la haine. Les Jeux Olympiques sont par nature porteurs de paix et non de guerre. Cette messe inaugure donc cette demande de trêve une semaine avant la cérémonie d'ouverture. Elle s'est tenue en présence de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, de la ministre de la Culture Rachida Dati, ou encore de la maire de Paris Anne Hidalgo. Et on reparlera de cette trêve olympique dans un instant avec un grand sportif français, médaillé olympique, un sabreur français, ancien ministre des Sports, olympique même. Jean-François Lamour, qui sera avec nous en direct dans quelques minutes. Joseph Ruiz. Et donc on retrouve la prochaine information dans les JO dans tous leurs états. On voulait parler des places qui sont encore en vente, essayer de comprendre pourquoi certaines places se vendaient extrêmement cher au début et que finalement certaines sont encore en vente aujourd'hui. On entend parler de records, mais de l'autre côté de places qui en ce moment sont finalement pas chères. Alors on va essayer de décrire de côté un peu tout ça avec Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, la question un peu provoque, Vincent Chaudel. Il y a encore des places à vendre. Est-ce que ça veut dire que les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont un échec ? Non, puisque en fait c'est même le contraire. Si on regarde les dernières Olympiades, ou même depuis une bonne dizaine d'Olympiades, c'est les JO qui ont vendu le plus de billets. On est aujourd'hui olympique et paralympique, quasiment à 10 millions de billets vendus. C'est colossal. Londres, c'était 8,3. Et sur les JO de Paris, là, on est déjà quasiment à 9. Ouais, donc non, c'est un succès en nombre de billets vendus, ça c'est clair. Alors c'est une bonne nouvelle, mais alors expliquez-nous comment ça se fait qu'au début c'était si compliqué d'en avoir et c'était si cher, et d'ailleurs tout le monde a parlé de jeux qui n'étaient finalement pas populaires du tout, et qu'aujourd'hui on peut encore avoir accès à des places, et dès lundi notamment il va y avoir régulièrement des créneaux de vente qui vont être mis en place. Alors pour les prix, on reviendra dessus, j'imagine après, mais dans un premier temps, pourquoi on a commencé à vendre les billets, et notamment par groupe? Parce que il y avait deux raisons, il y avait trois raisons majeures. La première, c'était faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème informatique. Ça permettait d'être aussi un crash test pour le système informatique, et ça a tenu. Visiblement, aujourd'hui, il y a eu un petit problème, mais c'était un autre sujet. En tout cas, le système informatique de la billetterie a tenu à ce moment-là. C'est très important. Un autre sujet, c'était de faire en sorte que il y ait du public toutes les compétitions, parce que il y a une trentaine de sports aux Jeux Olympiques, mais tout le monde veut probablement voir la finale du 100 mètres, voir la natation, voir le football, peut-être un peu moins le tir à l'arc ou d'autres disciplines, sans vouloir stigmatiser les uns ou les autres. Et donc, il était important d'avoir une première dynamique de billetterie qui embarque chacun sur plusieurs sports, d'où cette vente en lot, qui a amené de la répartition. Et puis, le troisième point,
c'est entre le moment de l'attribution des Jeux en 2017 et le 2024, le moment où on va accueillir réellement les Jeux, eh bien, pour faire une montée en puissance et en intérêt du public et le concerner. Ouais, il y a de la et cette vague exactement, cette vague de mise en vente a permis d'avoir plusieurs vagues de communication auprès du public français. Et de le faire rentrer effectivement dans l'esprit du public français. Le prix des places, est-ce que les Jeux Olympiques, c'est cher ou non pour assister aux événements directement ? En fait, faut avoir des points de comparaison. Là, on vient de terminer l'Euro 2024. L'Euro 2024, le prix le plus petit, c'était 30 € et la place la plus chère, c'était 1 000 €. Là, au niveau des JO, on était entre 24 et 980. J'ai même vu des matchs parce que les Jeux Olympiques commencent réellement le 24 avec notamment des matchs de football. Un Argentine-Maroc, on pouvait avoir des places à 15 €. Argentine-Maroc, c'est une belle affiche. Non, évidemment, si on veut voir la finale du 100 mètres en athlétisme ou la finale du 50 mètres nage libre, c'est plus cher. Mais en fait, si on veut que ce soit pas cher, eh bien, il va falloir qu'on accepte qu'il y ait beaucoup d'argent public dedans, dans l'organisation de ces Jeux. Il faut rappeler que la billetterie, c'est 1,4 milliard d'euros du budget, c'est-à-dire la partie événement, c'est plus que le sponsoring et plus que les sponsors du CIO. Donc c'est un sujet important. Vincent Chaudel, je vous rappelle que vous êtes fondateur de l'Observatoire du sport business, dont vous regardez les modèles économiques et comment ça fonctionne. Est-ce qu'on sait, alors qu'il est, où se sont vendues ces places ? C'est-à-dire plutôt en France, plutôt à l'étranger, les touristes, qui achète le plus les billets avec ce record, puisque vous nous dites c'est une belle vente déjà des billets pour les épreuves olympiques et paralympiques. La réalité, c'est que oui, il y a forcément beaucoup de billets qui sont vendus au niveau national, mais il y a aussi beaucoup de billets qui sont vendus à l'international, et notamment pour les délégations qui ont un pouvoir d'achat important, et donc on peut penser aux Américains ou à ce type de nations, et deux, des nations qui ont une force sportive importante, c'est-à-dire une espérance de médailles importante. On peut penser aux Jamaïcains, par exemple, qui ont toujours de très bonnes performances en athlétisme. C'est une vraie nation olympique. Oui, il y a de fortes chances que le public jamaïcain qui a le pouvoir d'achat de se déplacer, de prendre l'avion, de prendre les hôtels qui vont avec, vont prendre des billets probablement pour des finales en athlétisme. Et on peut le retrouver dans d'autres sports également. Et on fera un bilan complet plus tard de ce qu'on rapportait, ce qu'on coûtait, du fonctionnement de la billetterie des Jeux Olympiques. Oui, évidemment qu'il y aura des bilans. Déjà, il y a des études avant événement et post événement. On parle aujourd'hui, on est sur 3 estimations d'impact économique à 7, 9 ou 11 milliards, sachant que le budget va atterrir à 9 milliards, le budget des Jeux et le budget des infrastructures. Et par rapport à ça, la Cour des comptes a sorti son rapport en disant que il y aurait entre 3 et 5 milliards d'euros d'argent public. Ça veut dire que 1 euro d'argent public aura généré à peu près 3 euros d'argent sur l'événement. Donc, ça reste un événement assez intéressant par rapport à ça. Ouais, on comprend. Merci beaucoup, Vincent Chaudel. Vincent Chaudel, qui est donc le président de l'Observatoire du sport business. Merci de nous avoir apporté toutes ces précisions, ces informations sur la façon dont les billets se vendent, avec cette information qui nous réjouit tous finalement. C'est un succès. Les JO olympiques et paralympiques, eh bien, ça se vend, ça s'est bien vendu, mais il reste des billets, c'est un record. Exactement. Merci à tous les deux. Alors Joseph, on va parler de la façon peut-être dont les Français veulent s'intéressent et notamment vont vouloir regarder ou pas, suivre ou pas précisément, alors là pas dans les stades malheureusement, mais à la télévision, les JO. Oui, parce qu'on parlait en début de semaine, Thierry, de l'intérêt des Français et de leur inquiétude finalement par rapport à l'organisation globale des Jeux. Mais une fois que les Jeux vont démarrer, et ceux qui veulent un peu regarder à la télévision, eh bien ils comptent les regarder quand même à 70% d'entre eux, ce qui est un nombre relativement élevé. Et après il y a la question des sports. La question des sports pour savoir quel sport est-ce que les Français vont particulièrement regarder.
Et ils vont regarder l'athlétisme. Ils répondent l'athlétisme à 33%. C'est vraiment le sport olympique qui est préféré. Et dans derrière, le monde entier d'ailleurs. Hein, exactement. Et dans le monde entier, quand on pense Jeux olympiques, on pense athlétisme. Et le deuxième sport, c'est la natation à 22%. Et d'ailleurs, on note que les deux porte-drapeaux viennent de ces deux sports-là. Florent Manonou et Mélina Robert-Michon. Et après, il y a les sports d'équipe à 22%. C'est surtout le football qui a 11%, donc qui permet à ces sports d'équipe d'être bien représentants. Et il y a quand même du sport de combat. Ils sont là, ils sont présents, 9%. Et c'est particulièrement le judo. Faut dire qu'on est bien servi. On a le meilleur au monde avec Teddy Riner, le roi, le lion, Teddy Riner bien sûr. Mais bon, c'est assez cohérent. L'athlétisme, la natation. Exactement. C'est depuis l'Athènes, depuis la Grèce, c'est évidemment là que l'humain, la femme, l'homme se révèle le plus. C'est le corps humain, l'athlétisme, natation donc et athlétisme. Et puis le judo, on l'a vu, on l'a dit. Les sports. Qui les Français veulent-ils voir justement Est-ce qu'ils ont des noms en tête? Eh ben justement, Teddy Riner, c'est vraiment le numéro 1. Les Français l'attendent absolument. Ils veulent encore le voir remporter l'or olympique. Le deuxième, c'est Florent Manonou, justement qui est porte-drapeau, le nageur. Et Kevin Mayer en athlétisme, qui est le décathlonien. Alors il a eu du mal à se qualifier pour les Jeux olympiques, mais ils espèrent véritablement le voir performer. Tous visent une médaille d'or. Et notre Antoine Dupont, Sud Radio, on est la radio du rugby, il arrive quand même 4e, c'est une belle place. Avec le rugby à 7. Ce qui me gêne, c'est là, je veux pas faire du politiquement correct à outrance, mais quand même, il n'y a pas une femme qui est citée là, dans cette bande-là, dans ces 4-là. Effectivement, alors il y a Mélina Robert-Michon au lancer du disque qui est à 1%. Voilà, mais effectivement, c'est plus les hommes qui sont attendus que les femmes. Et Clarissa Agbenienou, la judokate, qui est très attendue aussi. Ouais, puis elle a des vraies chances et on la soutient moralement, on est derrière elle, parce que là, ça va être très très important. C'est l'alter ego de Teddy Riner, peut-être du côté largement des femmes. Merci Joseph Ruiz, merci à tous. C'est pas fini, on se retrouve pour la suite avec Jean-François Lamour, grand sabreur, grand champion olympique, ancien ministre des Sports, qui est avec nous pour parler de la trêve olympique dans quelques instants. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Eh bien, imaginez-vous que l'actualité des JO aujourd'hui, c'est l'entrée en vigueur. Alors, on va voir si c'est symbolique, si ça fait seulement sourire, ou si c'est une réalité de ce qu'on appelle la trêve olympique. Ça date d'avant Jésus-Christ, depuis les Jeux antiques, 9e siècle avant Jésus-Christ, la trêve olympique. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, Joseph? Eh bien, effectivement, on se demande un peu ce que c'est, parce que quand on entend trêve olympique, on se demande si c'est une réalité, ou finalement un symbole. Trêve dans la guerre, on arrête de se taper dessus, bienveillance, ce serait ça, qu'est-ce que c'est? Ce serait ça, exactement. Depuis la guerre en Yougoslavie, ça a été mis en place, mais on va se demander si véritablement c'est quelque chose qui est encore en vigueur aujourd'hui. Alors ça démarre aujourd'hui, c'est censé démarrer aujourd'hui, et on va en parler aujourd'hui sur Sud Radio avec Jean-François Lamour, ancien ministre des Sports et double champion olympique d'escrime. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Bonjour messieurs. Alors du coup on vous pose la question clairement, est-ce que cette trêve olympique c'est plus du symbole ou est-ce qu'elle est encore en vigueur aujourd'hui? On est dans le domaine du symbole et du vœu, oui. D'ailleurs, je crois que cette trêve, elle est validée par l'ONU. Mais au vu de la situation internationale, que ce soit en Ukraine ou en Israël et Palestine, je sais pas si tout ça va être respecté. Ouais. Effectivement. On est plus dans le domaine du souhait. Et on ne peut effectivement que encourager Thomas Bach, le président du CIO, de tenter effectivement d'imposer cette trêve. Mais encore une fois, au vu de la situation internationale, je ne sais pas si cette fois-ci elle sera respectée. Jean-François Lamour, vous avez été vous-même d'abord un grand champion. Vous tirez toujours d'ailleurs au sabre aujourd'hui. Vous faites encore un peu parfois. Ouais. Non, j'ai arrêté. Ça va vous faire sourire, mais j'ai arrêté très vite après la fin de ma carrière. C'est en 92 et pour une simple raison. En 92, je faisais encore 5 heures d'entraînement par jour. Ouais. Et bien, je commençais à travailler. Donc évidemment, cet entraînement s'est réduit à 1 heure par semaine à peu près. Et à partir de ce moment-là, vous commencez à vous faire battre par des gens que vous battiez avant, et ça c'est insupportable. Et vous êtes mauvais joueur, monsieur Lamour? Ah bah complètement. Bon, mais alors... Donc j'ai arrêté très vite. Non, et puis plus sérieusement, j'ai arrêté à 36 ans et les articulations commençaient à souffrir diablement. Donc
j'ai préféré arrêter. Bon, mais alors, vous avez été à la fois un de nos grands champions, et puis vous avez été un de nos politiques, puisque vous avez donné votre expérience au service, mis votre expérience au service du sport comme ministre des Sports. Comment vous appréhendez les Jeux Olympiques aujourd'hui comme symbole justement de la bienveillance, d'une capacité à se découvrir, à se rencontrer de façon amicale entre les nations et entre les cultures? Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, au-delà de l'événement festif et de l'organisation événementielle, ça reste ce grand moment? Oui, je le pense sincèrement. Déjà parce qu'il y a une dimension qui n'existe pas dans un championnat du monde ou une autre rencontre internationale, c'est le village olympique. La quasi-totalité des 10 500 athlètes qui vont se rendre à Paris pour les Jeux vont résider au village olympique. C'est une ambiance très particulière où, effectivement, chacune des nations invitées, chacun des athlètes sélectionnés se rencontre, par exemple, ne serait-ce qu'à la cantine du village ou dans les rues de ce village, d'un pavillon ou d'un bâtiment à un autre. Alors c'est la concurrence, c'est la compétition, souvent une compétition très rude. Je vous entendais tout à l'heure citer les sportifs français que nos compatriotes souhaitent voir monter sur la boîte. J'espère qu'il y aura aussi comme ça qu'on dit quand on est un athlète, on veut monter sur la boîte, c'est ça? J'espère qu'il y aura, exactement. J'espère qu'il y aura des escrimeurs également. Mais ça se fait effectivement avec une concurrence de plus en plus dure. Par rapport à mon époque d'escrimeur, on a des pays comme la Chine, comme la Corée, comme les États-Unis qui étaient des pays en pleine ascension, mais qui n'étaient pas arrivés à maturité. Et là, vous imaginez la concurrence que ça peut être, mais ça se fait. Et ça, il faut le répéter aux observateurs, aux spectateurs, dans un vrai esprit sportif, c'est-à-dire en respectant les règles et en partageant à un moment donné ou à un autre des moments extra-sportifs qui peuvent effectivement apporter une forme de concorde. Je suis pas dupe, encore une fois. Souvenez-vous également quand nous avions en 98 gagné la Coupe du Monde, on avait dit la société française va en être transformée. Ça a été un moment de partage très fort, très puissant, avec des millions de Parisiens sur les Champs-Élysées qui partageaient ce moment de fête, très clairement, de fierté aussi. Ouais. Je crois qu'il faut laisser le sport à cette place-là et puis continuer effectivement sous d'autres formes à améliorer nos sociétés. Alors rassurez-vous, l'escrime est cité à 5% quand même parmi les Français qui souhaitent voir ce sport-là en particulier. Rassurez-vous. J'ai deux noms. Ouais. Alors un épéiste, Romain Canon. Je pense que Romain, c'est l'épéiste qui est fait pour les grandes compétitions, pour les Jeux en particulier. Et puis une femme sabreuse. Qui s'est vraiment révélée cette année, Sarah Balzer, qui je pense va aussi faire des étincelles au Grand Palais. Et on dit qu'avec la carabine, l'escrime pourrait être dans les premières épreuves à rapporter des médailles. Dès le premier soir. C'est pas pour rien, à mon avis, qu'on démarre effectivement par l'escrime. Et selon vous, le sport et la politique, est-ce que le sport est devenu trop politique? Souvent, les Français, quand on leur demande, ils disent aujourd'hui le sport, il y a trop d'argent dans le sport, c'est devenu trop politique. Comment est-ce que vous protégez, on va dire, l'image du sport? Jean-François Lamour. Le sport, ça a toujours été politique. C'est un moyen de promotion d'un mode de gouvernance d'un pays. Alors, ça peut être une démocratie, ça peut être un pays plus autoritaire, quelquefois une dictature. Vous le savez, les Jeux de 36 à Berlin, c'était la promotion des exactions d'Hitler. Il y a d'autres démocraties qui ont aussi porté l'idée des Jeux. Il y a toujours eu de la politique dans le sport et dans les Jeux. Et heureusement d'ailleurs, parce que sans la signature du président de la République pour garantir la bonne fin de l'organisation des Jeux, il ne peut pas y avoir de Jeux, en particulier aujourd'hui à Paris en 2024. Donc la politique, elle est intrinsèquement liée à l'olympisme. Après, il faut contingenter cette action politique, cette interaction politique à ce qui est encore une fois nécessaire, c'est-à-dire à la bonne organisation des Jeux. Après, vous pouvez pas empêcher un homme politique ou une femme politique à utiliser le résultat, les bons résultats, soit de l'organisation, soit de leur équipe olympique, à des fins politiques. C'est humain et entre guillemets, c'est de bonne guerre. Oui, évidemment. Mais
Mais là, est-ce que le sport, vous avez l'impression finalement a un poids politique? Alors certes, il est utilisé le sport, mais quand on voit que la trêve olympique n'est absolument plus respectée, finalement le poids du sport est très très relatif désormais en politique. Il est très relatif, mais moi je n'ai jamais dit le contraire. Il est une partie des relations entre les sociétés, entre les pays, entre les gouvernants, mais il faut le laisser à sa place. Le sport ne peut pas, à lui tout seul, régler tous les problèmes de la Terre. Mais ça peut être aussi une respiration. Encore une fois, bon, là on dit il y a la trêve qui commence. On verra si elle peut être respectée pendant la quinzaine des Jeux Olympiques à Paris. Je le souhaite, ardemment. On verra si effectivement les responsables politiques le font ou pas. Jean-François Lamour, allez, je vais être indiscret. Vous avez quels souvenirs de vos rencontres avec... vous avez lié des liens d'amitié avec des champions, des championnes d'autres pays, pas forcément en escrime d'ailleurs, sur ces villages olympiques où vous avez brillé pour la France autrefois? Pendant les Jeux, non, parce que moi, les Jeux, j'étais tellement concentré sur les valeurs. Compétiteur. C'est comme ça qu'on gagne. Un escrimeur, le Graal, ce sont les Jeux. Donc on ne peut pas se permettre de se disperser, aller trop à la rencontre, avant la compétition, je dis bien, à la rencontre des autres. On est vraiment dans sa bulle, on va à l'entraînement, on retourne dans sa chambre, on va manger, on dort, et on se prépare pour les Jeux. Et on avait individuel, et quelques jours plus tard, la compétition par équipe. Mais effectivement, ensuite, on a fait de très très belles fêtes, essentiellement d'ailleurs avec des sportifs du même sport que nous. J'avais d'excellentes relations, par exemple avec les Hongrois. Voilà, on s'entendait bien. Pourquoi les Hongrois? Avec les Russes également. Parce que les Hongrois, c'est une arme très très forte en sabre, que mon maître d'armes, entraîneur national, était aussi d'origine hongroise, et on avait lié des liens peut-être plus forts qu'avec d'autres nations. On s'entendait malgré tout bien avec les Italiens, vous vous rendez compte, alors que quelquefois ça c'est toujours très chaud encore aujourd'hui avec les Italiens et les escrimeurs français. Eh bien écoutez, on s'entendait très très bien avec les Italiens aussi. Et dernière question, vous allez suivre où ces Jeux? Vous serez sur place, près des... Je vais essayer d'aller dans un voir. Là, vous voyez, j'ai une idée qui me vient en tête. Je voudrais aller voir l'équitation au bout du canal, au grand canal, comme ça à Versailles. Ça doit être vraiment exceptionnel. Avec votre épée ou votre sabre. Je vais suivre l'escrime, vous en doutez, au Grand Palais, parce que là aussi, ce sont des images assez incroyables. Ça va être magnifique. Merci infiniment, champion olympique d'escrime sabreur Jean-François Lamour, ancien ministre des Sports, double champion olympique. Merci d'avoir été en direct sur Sud Radio pour ces JO dans tous leurs états. Alors je vais remercier Joseph Ruiz aujourd'hui, Amélie Béguin, Thibaut Sadler et Jamel Abdelak qui nous ont permis de réaliser cette tranche 10h, 13h. On se retrouve lundi. Je vous souhaite à toutes et à tous un super bon week-end avec nous pour ces débats de l'été et ces jeux dans tous leurs états. On suit l'actu des jeux. C'est sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.